Alors, un grand merci à ces équipes qu'on a le plaisir à Calirel Santé d'accompagner depuis plus ou moins longtemps, d'échanger sur ces sujets d'implémentation du travail en équipe et qui vont nous partager aujourd'hui, au-delà du projet pour lequel on va faire une présentation synthétique, mais tous les leviers et la synergie nécessaire pour pouvoir implémenter ces démarches. Alors tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Aubois et Céline Marie de La Fontaine du centre hospitalier de Laval, qui ont fait le trajet jusqu'à Nantes aujourd'hui. Nous vous remercions. Et qui, Christelle est un des binômes leaders de l'équipe de gériatrie aiguë au centre hospitalier, et Claire-Marie, la facilitateur. Céline Marie, pardon, excusez-moi, la facilitateur de l'équipe. Alors, pour vous donner une petite photographie de l'équipe, c'est une équipe qui fait partie du centre hospitalier de Laval, donc en Mayenne, dans le 53, avec un bassin de population d'à peu près 300 000 habitants. C'est un établissement qui est support du groupement hospitalier de territoire de Mayenne, qui est composé de 7 établissements et qui a des filières MCO, soins de suite et réadaptation, psychiatrie, pour un petit peu moins de 450 lits, des places d'HAD, et puis des places hôpitaux de jour, etc., hémodialyse, avec de l'activité médico-sociale aussi assez conséquente. L'équipe, c'est une équipe de gériatrie aiguë, de court séjour gériatrique, qui est située, alors je pense que c'est un élément important dans le contexte de l'équipe, qui est située au 3e étage de la tour. Alors on pourra poser la question de c'est quoi cette tour LC3C, puisque cette équipe, elle s'est donnée un petit slogan, en fait, une approche dans cette démarche qui est 3C, confiance, cohésion, coopération, avec le petit logo que vous pouvez voir. Donc c'est une équipe qui est en son sein qui est composée de professionnels issus de 2 secteurs sur 29 lits, des médecins, 3 médecins au démarrage du projet, un 4e qui les a rejoints plus récemment, infirmière, aide-soignante, une ASH et un binôme leader qui est le cadre de santé et le chef de service. Et le facilitateur interne qui est l'ingénieur qualité gestion des risques. Alors, le projet de cette équipe, c'est ce projet 3C, collaboration, confiance, cohésion, qui est parti de nombreuses heures, en fait, d'une mobilisation assez conséquente des professionnels, notamment infirmiers, sur les temps de transmission, et qui devenait chronophage, complexe, et qui amenait certaines formes de tension quotidienne dans l'organisation. Alors, le centre hospitalier de Laval, je crois, Hélène, qu'on vous avait rencontré en 2018 ou 2019 pour les premières rencontres, puisque c'est un établissement qui vraiment souhaitait engager une démarche d'amélioration du travail en équipe, mais cherchait à identifier une équipe qui avait envie de s'engager dans le projet. Donc on voit 2018-2019, et c'est un projet qui a été lancé assez récemment, puisque c'est fin 2022, début 2023, où l'équipe s'est engagée dans la démarche avec un travail sur la problématique en lien avec le travail, l'animation de CRM santé à l'automne 2023, et puis un plan d'action qui a été défini autour de la problématique, mais ces dames nous en diront un peu plus. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, le projet n'est pas fini, mais en septembre 2024, on est quand même à 69% des actions qui ont été identifiées à l'issue de la problématique qui sont engagées. Alors d'emblée, j'ai envie de vous poser une question avant de présenter les autres équipes. Au-delà de ma petite présentation synthétique, comment est né concrètement ce projet au sein de l'équipe de gériatrie aiguë et de court séjour gériatrique ? Effectivement, comme tu l'as dit un petit peu, Christelle en fait, est venue me solliciter avec cette problématique et ce vécu difficile en fait, pour l'équipe de gériatrie à cause des heures supplémentaires et puis de manière globale en fait, leur charge de travail qui leur pesait vraiment. Donc elle est venue me voir puis elle me dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faire en sorte que finalement l'équipe vive un petit peu mieux avec toutes ces problématiques-là.
Donc on a pas mal réfléchi à la question, on a pas mal échangé avec la direction des soins aussi, et c'est vrai qu'on s'est dit que finalement cette problématique émergente des transmissions et de la charge de travail, elle était probablement liée à quelque chose de beaucoup plus profond, et effectivement c'est vraiment en lien avec le travail en équipe et la confiance dans cette équipe-là. Donc c'est sûr que, comme tu disais, effectivement, nous, ça faisait un petit moment qu'on avait Pacte un petit peu en tête, nous, au niveau du service qualité. Donc j'ai commencé à parler un petit peu du projet Pacte à Christelle. On a contacté Calirel pour avoir aussi une petite aide et puis une présentation plus précise, finalement, des engagements qu'il y avait à avoir au niveau de Pacte. On en a parlé avec le chef de service aussi, on lui a présenté ce projet-là, parce qu'effectivement on avait besoin, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est que si on n'a pas l'engagement fort de l'ensemble de l'équipe, c'est compliqué. Donc il a été OK, voilà, il a validé le projet. Donc Calirel est venu nous présenter le projet Pacte. Bon, avec un petit peu de recul, on s'est dit finalement, on va peut-être pas s'engager dans un vrai pacte, parce que c'est quand même un petit peu lourd. Ça semblait lourd, voilà. Et du coup, avec le binôme leader, on s'est dit, on va prendre un pacte un petit peu allégé, entre guillemets, avec la première des étapes qui était le CRM. Enfin, première étape, non, pas tout à fait. C'était justement le logo là, qu'évoquait Noémie, puisqu'effectivement, donc le 3C, nous, c'est le service de gériatrie, on l'appelle le service du 3C parce qu'effectivement, donc nous, l'hôpital de Laval, si vous ne connaissez pas, c'est une grande tour avec 12 étages. Et le service de gériatrie, il est au 3e étage, LC, donc la gériatrie, c'est le 3C. Et donc, du coup, ils sont partis de ça, en fait, l'équipe, pour créer leur logo eux-mêmes. Donc, c'est eux qu'on définit confiance, cohésion, coopération, parce que finalement, ils se sont rendus compte que c'était ce qui pêchait probablement au niveau de l'équipe. Et puis, c'est eux qui ont fait le dessin avec l'oreille, la symbolique de l'écoute des professionnels les uns vis-à-vis des autres. Et puis la main qui se serre, les deux mains qui se serrent pour montrer aussi qu'ils étaient solidaires et qu'ils s'engageaient finalement les uns envers les autres dans ce projet-là. Voilà. Merci. Alors, on a une autre équipe qui va nous partager son retour d'expérience, qui est une équipe issue du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, donc de l'autre côté de la région, puisqu'on est dans le sud Vendée. Donc, Fontenay-le-Comte, c'est une activité, pareil, sanitaire et médico-sociale, avec l'activité de médecine, maternité, de soins critiques, pédiatrie, spécialité cardiologie, avec l'hôpital de jour, les urgences et le SMUR. Il y a 204 lits d'hospitalisation et 269 places en EHPAD. Donc c'est un établissement de 630 professionnels de santé avec une population, et ça c'est en lien avec l'équipe, une population âgée, puisque 53% des patients hospitalisés ont plus de 60 ans. Et il y a une véritable inscription institutionnelle du développement de la culture de sécurité comme un levier d'amélioration des pratiques et de la qualité de vie au travail des professionnels. Donc ça fait largement écho à ce qu'on a pu aborder depuis ce matin. L'équipe, c'est une équipe de médecine gériatrique pour laquelle on a présent autour de la table le cadre binôme qui est Hélène Voirnesson, qui est l'un des membres binôme leader, Angélique Bertouli, qui est la responsable qualité et facilitateur interne, et dans la salle, le docteur Benjamin Maria, médecin gériatre et binôme leader aux côtés de Hélène. Alors l'approche de rentrer dans la démarche d'amélioration du travail en équipe, elle est un peu différente, même si on est sur des secteurs d'activité similaires, puisque l'idée, ça a été vraiment l'objectif d'aborder le facteur humain en équipe. Et tout est parti autour d'une conférence qui a été organisée en amont avec un pilote instructeur-formateur et avec un objectif, une retombée de pouvoir poser un diagnostic, définir, choisir des actions qui soient concertées en équipe et surtout qui soient réalisables et qui fassent sens et en lien avec les besoins identifiés. Donc les constats de départ pour cette équipe, c'était une équipe qui se questionnait en fait sur son organisation, sur son dimensionnement d'équipe en tant que telle. Une équipe qui déclare et qui analyse des événements indésirables, mais qui a un besoin
un besoin est remonté de répondre à des problématiques qui sont récurrentes au sein du service et vraiment de pouvoir définir ensemble et de façon coopérative les actions d'amélioration à mener. Donc là, c'est une autre temporalité puisque on a commencé à échanger assez récemment avec Fontenay-le-Comte, puisque ça date de la fin d'année dernière, décembre 2023, avec toute une conduite de projet en interne, en termes de passation de questionnaires, de retour à l'équipe, donc pendant la période juste avant les congés de fête de Noël. Et les CRM santé, donc les temps d'analyse avec l'équipe, ont été réalisés assez rapidement, puisqu'elles ont été réalisées le 9 février, 2 séances, une le matin, une l'après-midi. Je crois qu'Hélène et Solène s'en souviennent encore. Ce qui est important de voir aussi, c'est que l'état d'avancement aujourd'hui, donc il y a 3 actions principales qui ont été choisies par l'équipe, et vous nous en direz un petit peu plus. Sur les 3, il y en a 2 mises en place, saisies par l'équipe, et une action institutionnelle qui reste à déployer. Donc de la même manière, mesdames, comment est né ce projet au sein de l'équipe ? Ce projet, en fait, il est né aussi lors des temps qualité qu'on avait de façon assez récurrente tous les 15 jours. Voilà. Où effectivement le binôme managérial a pu nous faire part pendant ces temps d'échange de certains dysfonctionnements, de certaines problématiques en tout cas qui étaient assez récurrentes, et ils avaient envie de répondre, en tout cas en équipe. Je crois que c'était surtout ça, l'idée vraiment de choisir en équipe des axes d'amélioration. Voilà, c'est une équipe quand même qui pratiquait de nombreux temps d'échange en dehors des temps qualité, qui aussi déclare beaucoup d'événements indésirables. On avait quand même, j'ai envie de dire, un terreau assez fertile de base. Pas de conflit majeur au sein de l'équipe, même si on a pu s'apercevoir après qu'il y avait quand même une petite partie de l'équipe qui raccrochait pas forcément les wagons. Mais on avait quand même une certaine stabilité qui nous permettait en tout cas de pouvoir approcher cette démarche. Donc, comme je connaissais un petit peu la démarche pour l'avoir expérimenté sur un autre établissement auparavant, j'ai proposé à l'équipe en entière, parce que pareil, il fallait un binôme. Donc ça aussi, c'était le cas. En prérequis, je dirais qu'il nous fallait vraiment ce binôme médecin-cadre pour que ça fonctionne, pour impliquer l'équipe. Et puis, impliquer l'équipe dans la démarche et à leur proposer. Donc, je pense qu'ils n'ont pas... Il n'y a pas eu de... Ça a été un oui assez franc. Et puis surtout la direction. Voilà, on a pu effectivement beaucoup échanger. J'ai présenté la démarche. Ils ont été partants et surtout ils ont soutenu cette démarche. Voilà, c'est-à-dire en termes de communication, en termes de valorisation, et puis en termes de mise à disposition aussi pendant le CRM de professionnels si besoin pour pouvoir détacher l'ensemble de l'équipe. Parce qu'effectivement sur le CRM on est sur une séance où l'ensemble de l'équipe doit être présente. Donc ça pour moi c'est aussi un signe en tout cas très positif de soutien de cette démarche. Voilà. Tu veux dire un mot ? Non ? On reviendra effectivement sur les leviers institutionnels ou les difficultés institutionnelles. La 3e équipe qui nous accompagne dans cette table ronde, c'est une équipe de la Polyclinique de l'Europe. Donc là, on est plus dans l'estuaire de la Loire, en Loire-Atlantique. Donc c'est un établissement de santé privé appartenant au groupe Vivalto Santé, qui est situé sur un bassin démographique à peu près de 200 000 habitants. Si vous situez, il y a la presqu'île de Guérande, la région nazérienne et l'estuaire, avec de l'activité de médecine et de chirurgie autour de 25 spécialités, 150 lits et places, et qui est composée, clinique privée, donc 70 praticiens libéraux et 200 professionnels de santé salariés. Des valeurs qui sont partagées au sein du groupe Vivalto Santé avec cette démarche d'entreprise à mission. L'équipe, c'est une équipe, on est plus sur des aspects plus techniques, alors on n'est pas sur de la gériatrie, on est sur de l'endoscopie digestive en ambulatoire et qui associe la chirambu, le bloc opératoire et la SSPI. Ce qui donne un périmètre de 32 lits et places. Et cette équipe est composée de 65 professionnels. Et Robert nous en dira un petit peu plus, puisque Robert est la facilitateur interne de la structure. Et cette équipe composée de 65 professionnels est accompagnée là aussi par un binôme leader, le médecin,
et la cadre de l'unité, qu'on salue, qui voulait vraiment être présente aujourd'hui, mais pour des contraintes organisationnelles n'a pu se libérer. Et effectivement, c'est une équipe où il y a eu un taux de participation assez important. Donc c'est une équipe qui s'est engagée dans Pacte, dans le pacte format proposé par la Haute Autorité de Santé, avec un constat de départ autour de l'amélioration de l'expérience patient lors de la prise en charge en endoscopie digestive en ambulatoire, avec le point de départ autour de plaintes et réclamations sur les délais d'attente au bloc et en chambre, donc au début de la prise en charge et à l'issue de la prise en charge. Alors, il y a eu un certain nombre d'objectifs identifiés. Donc là, on est dans une démarche très structurée Pacte, puisqu'il y a eu 4 objectifs identifiés, à la fois d'uniformiser l'information qui est donnée au patient sur le déroulé de son intervention et sur sa durée de présence, dans un objectif d'améliorer son expérience, d'améliorer l'orientation et l'éligibilité des patients en ambulatoire, d'avoir une file active qui corresponde vraiment aux besoins et aux attentes, se préserver des interruptions de tâches, qui était un élément que l'équipe avait identifié, et d'améliorer le partage, la visibilité des informations entre les différents acteurs, puisque vous l'aurez compris, bloc, SSPI, ambulatoire, donc c'est des équipes qui ont besoin de collaborer et de coopérer ensemble, et qui n'appartiennent pas forcément physiquement à la même unité. Alors, il y a eu plusieurs étapes clés. C'est un projet qui a été lancé en juin 2019 avec plusieurs phases. Une phase d'engagement de 2019 à 2020. Une phase de passation selon la méthodologie de Pacte, de passation de l'enquête culture de sécurité, d'analyse de la problématique, de bilan, d'identification de plan d'action, d'animation du CRM santé. Une étape 2021-2022 de mise en œuvre concrète des actions, avec l'évaluation et les étapes autour de cette mise en œuvre des actions, avec les outils proposés par la Haute Autorité de Santé, tels que la matrice de maturité, les questionnaires de satisfaction. Et puis une phase d'évaluation de 2022 à 2023, avec des indicateurs et puis des éléments concrets pour pouvoir percevoir l'état d'avancement de la démarche. Alors, c'est une équipe qui a reçu un certificat de champion par la Haute Autorité de Santé, avec un événement qui a pu faire l'objet d'un remerciement auprès de l'équipe. Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des éléments, mais Robert pourra y revenir. Mais sur l'objectif, il est plutôt très atteint, puisqu'il y a eu 38 actions qui ont été réalisées et qui ont porté sur l'amélioration de la communication aux patients et interservices sur les interruptions de tâches. Il y a eu tout un système de réflexion sur les pratiques et les organisations en termes de documents, de mise en place de systèmes de téléphonie par SMS, de signalement pour identifier les particularités des patients, d'implication des équipes, avec des résultats plutôt très positifs, puisqu'il y a eu un impact positif pour le patient, mais également pour les professionnels. Et là aussi, Robert nous en dira quelques mots. Donc même si j'ai présenté globalement le projet, de la même façon, comment c'est né comment l'équipe s'est dit, tiens, on va se lancer dans Pacte? Alors en fait, à vrai dire, c'est moi qui ai initié le projet en juin 2019. Et c'était suite à une formation qu'on avait eue en interne par le BAC-IMEP, qui nous a présenté en fait Pacte. Et très rapidement, j'en ai parlé à la directrice des soins, donc à l'époque, Madame Myriam Petit, qui m'a tout de suite soutenue. Et on en a parlé ensuite ensemble à la direction qui était présente, qui était partante aussi. Donc ensuite, on a eu une petite phase, on va dire, de pause avant de relancer la démarche, parce qu'on a eu un changement de direction et la direction, en fait, qui a repris le projet avec nous, donc Madame Tessier, nous a également très rapidement accompagnés dans ce projet. Alors, comment est-ce qu'on a amené ce projet auprès des équipes, puisque le projet n'était pas parti des équipes à la base, puisque c'était venu plus de la qualité et de la direction des soins. Donc, nous, on s'est rendu compte que, de par l'analyse des plaintes et réclamations des patients, donc effectivement, on avait beaucoup de plaintes sur l'attente. Et en gastro-entérologie, ça représentait un nombre assez important. On était à peu près à 42% de plaintes sur cette spécialité, avec une durée moyenne d'attente qui était à peu près de 3h65.
sur le secteur. Donc, on avait une donnée d'entrée qu'on pouvait exploiter. Et donc, en fait, on s'est dit, le parcours d'endoscopie s'y prête pour entamer cette démarche. On avait également, en fait, un groupe de travail qu'on avait initié depuis la certification V 2014, qui travaillait déjà sur le parcours endoscopie avec un praticien très impliqué, donc le docteur Scherer, et une cadre d'ambulatoire vraiment assez dynamique et participante. Et ça nous a permis, en fait, de vraiment décliner le projet ensuite au niveau des équipes de terrain. Et on a embarqué les équipes comme ça dans la démarche. Donc voilà. Donc vous avez toutes abordé le soutien institutionnel, la volonté institutionnelle. Est-ce que vous pouvez partager dans la salle des leviers que vous avez clairement identifiés en termes de soutien institutionnel, ou les difficultés que vous avez dû surmonter et comment vous les avez surmontées? Je laisse peut-être l'équipe de Laval répondre, l'équipe des 3C. Oui, alors effectivement, au niveau des leviers, nous, c'est vrai qu'au niveau du service qualité, ça faisait un petit moment qu'on approchait quelques équipes pour essayer de lancer un projet sur le travail en équipe. On avait presque réussi à un moment donné, puis finalement, ça n'a pas été jusqu'au bout. Donc c'est vrai que dès qu'on a commencé à réfléchir à ce projet-là, nous, on était clairement prêtes à notre niveau. Après, au niveau de l'hôpital de Laval, en fait, la direction des soins est aussi en charge de la qualité. Donc forcément, notre directrice des soins était extrêmement au clair sur ce que c'était que la méthode PACT, le travail en équipe, etc. Donc elle nous a tout de suite suivis et accompagnés, en fait, pour porter le projet au niveau de l'institution. Donc ça, c'est vraiment... l'accompagnement et le soutien par l'institution est primordial, clairement, dans ce projet-là. Après, au niveau des difficultés, dans le service du 3C, on avait à ce moment-là, au moment de l'émergence du projet, un mouvement social qui était encore en cours, qui s'est terminé à ce moment-là, mais du coup, il y a eu quelques ambiguïtés qui se sont greffées dans tout ça, et avec des attentes différentes en termes de temporalité, puisque les organisations syndicales attendaient tout de suite des résultats en termes de réduction de la charge de travail, de réduction des heures supplémentaires, alors que finalement, nous, on partait dans un projet qui se conduit sur du moyen, voire du un peu plus long terme. Donc voilà, c'était pas forcément facile de se comprendre tout le temps sur ces sujets-là. Et puis les difficultés, c'est aussi de libérer en fait du temps soignant dans un milieu contraint qu'on connaît tous, puisqu'effectivement libérer du temps soignant pour faire autre chose que du soin, c'est pas facile. Donc c'est là qu'il a fallu vraiment que Christelle joue sur les plannings pour réussir à libérer effectivement toute l'équipe. Donc nous, on l'a fait en 2 fois, on n'a pas fait sur une seule journée. On a fait à 2 semaines d'intervalle pour faire les CRM. Mais l'ensemble de l'équipe a pu être libéré grâce aussi à cette organisation et sur du temps de formation. Voilà, ça a été précis sur du temps de formation pour qu'ils ne soient pas à l'issue de leur poste à aller travailler. Donc ils étaient vraiment là que pour ça. Donc ils étaient psychologiquement prêts et disponibles dans leur tête et physiquement aussi. Alors ce temps dédié, ce temps de formation, c'est un élément commun à vos 3 équipes. Robert, comment ça s'est passé à la Polyclinique de l'Europe en termes de levier, de temps dégagé, d'organisation même des séances? Alors donc, chez nous, on n'a vraiment pas rencontré de difficultés particulières au niveau du soutien institutionnel, si ce n'est au démarrage du projet en juin 2019 où on avait une direction qui était partante mais qui quittait l'établissement et qui a dû passer la main à la nouvelle direction. Donc on a eu un temps de pause et il a fallu qu'on relance le projet auprès de la nouvelle direction. Et puis on était en pleine période Covid, parce que le Covid est arrivé juste après qu'on a démarré sur le projet. Donc il y avait quand même pas mal de réticences. Mais plus des équipes, pas du côté institutionnel. Alors sur les leviers, on en a eu plusieurs. C'est vrai que d'avoir en fait
voilà, un groupe de travail déjà voilà, présente, qui travaillait sur le sujet, qui faisait une revue de processus régulière. C'est vrai que il y avait déjà un socle pour entamer la démarche sur le parcours. Et la direction a vraiment joué le jeu dans le sens où on a vraiment eu du temps consacré pour informer en fait tous les acteurs. Donc il y a eu des réunions qui ont été réalisées en CME pour engager les praticiens dans la démarche, parce qu'on avait vraiment besoin absolument de l'implication médicale, donc les gastro-entérologues. Voilà, donc on a bien été soutenu par la CME sur le sujet. Ça a été présenté en CODIR, en CSE. Donc nous, on a eu aussi du temps au niveau de la qualité, donc moi, soutenu par le binôme leader et mon assistant de qualité, de passer aussi dans les unités pour expliquer ce que c'était que Pacte et répondre aux interrogations des professionnels. Alors, dans les leviers aussi, dans la suite plus de la démarche, donc tout ce qu'on a pu mener comme atelier CRM ou comme des causeries qu'on a fait avec des temps d'information pluriprofessionnels, c'était vraiment intégré dans le temps de travail. Donc nous, sur les CRM, ils sont venus sur 2 samedis, donc une équipe à peu près d'une quinzaine de professionnels, et ça a été vraiment intégré sur le temps de travail avec voilà, un remboursement des frais de déplacement pour les équipes. Et sur tous les temps d'animation qu'on a eu, en fait, on le faisait à peu près sur voilà, le créneau de 11h à 14h. Le repas était offert pour les équipes à la direction. Donc, ça favorisait une participation plus forte des professionnels. Donc, voilà. Oui, c'est 70% à peu près de participation. Oui, à peu près 70% de participation. Ouais. Ouais. À Fontenay-le-Comte, comment est-ce que vous avez été dans un délai extrêmement contraint? Quel levier vous a permis d'être dans cette dynamique Alors, du coup, là, c'est vrai que le fait que la direction nous ait autorisé cette journée-là, parce qu'on était tous sur une journée, à avoir en fait des personnels qui étaient en plus, en fait, beaucoup de professionnels qui étaient en plus. La chance qu'on avait, c'est que c'était une période où il n'y avait pas de congé. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile dans les équipes qui s'auto-remplacent de pouvoir mettre plein de personnes en plus ce jour-là pour pouvoir en fait que les patients soient quand même correctement pris en charge cette journée-là. On a eu aussi des professionnels d'autres équipes qui sont venus en fait nous renforcer pour pouvoir libérer du temps. On a quand même, contrairement à vous, quelques professionnels qui ont eu soit avant ou après en fait leur journée de travail pour pouvoir continuer, enfin permettre la continuité des soins. Mais le fait que ça soit sur une journée, ça, je pense, était épuisant pour nous aussi, qui étions les deux, mais à la fois très riche en termes de dynamique et d'échange d'équipe en fait, pour que les actions puissent se mettre en place rapidement en fait. Ça fait vraiment une émulation. Pour que ça fonctionne. Dans les leviers, je pense que le fait qu'on soit appuyé dans la démarche par vous, enfin, voilà, que ça soit une équipe qui était, qui avait envie, et on n'était pas en fait c'est une équipe qui était assez stable. Donc contrairement, enfin voilà, c'est des professionnels qui sont là pour la plupart depuis très longtemps dans l'équipe, voilà, et puis c'est vrai qu'avec avec Benjamin, on avait envie de continuer quoi. Parce qu'on sentait qu'il y avait des choses qui... ça fonctionnait bien, mais il y avait des petites choses où on n'arrivait plus à avancer comme on aurait voulu. Voilà. Je dirais qu'au niveau du levier purement institutionnel aussi, on en avait 2. Ça a été, on a eu quand même pendant 2 ans quelques passations, quelques mouvances au niveau de notre direction de site. Mais pour autant, on a toujours eu la confiance, en tout cas, des différents directeurs. Et ça, je pense que c'est important parce que ça part de là. Ils nous faisaient confiance. Donc même si au départ, ils ne maîtrisaient pas forcément ce qui allait se passer, on expliquait et on arrivait à mettre en place des choses vraiment en toute transparence et en toute confiance. On a aussi un appui territorial puisque... dans le service qualité, au sein des hôpitaux de Vendée, il y a une direction territoriale de la qualité qui nous permet aussi de soutenir la démarche aussi, et puis de faire le relais avec les différentes directions fonctionnelles ou directions de site des différents établissements. Je pense que ça aussi, ça a été quand même une chance. Et puis la co-animation avec Calirel sur le CRM, c'était aussi c'était une chance et puis en tout cas, c'était très, 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 très intéressant, mais ça a été aussi un levier particulièrement facilitant, parce qu'on l'a fait effectivement sur 8 heures. Donc, seule, je pense que j'aurais été quand même en grande difficulté.
Alors, comme ça l'avait été souligné, enfin comme ça l'a été souligné par Jean-Christophe, il y a aussi la question de l'adhésion de l'équipe, qui, même s'il y a une envie, un enjeu, un soutien institutionnel et un binôme leader qu'embarque, il n'est pas toujours évident d'embarquer l'intégralité de l'équipe. Comment l'équipe s'est appropriée ce projet? Est-ce qu'il y a eu une participation d'emblée exhaustive, ou est-ce qu'il a fallu petit à petit convaincre chaque membre de l'équipe, et comment vous avez réalisé les choses? Alors, pour convaincre l'équipe, ça a été plus sur la partie, en fait, sur des questionnaires au tout début. En fait, avec, alors, ce que j'ai oublié, quand même de rajouter juste au niveau de, et je pense que ça se reflète dans les 3 établissements, le dynamisme du service qualité, en fait, aide aussi à l'adhésion, en fait, des projets. Enfin, clairement, quand on a une équipe qui arrive avec des projets innovants, ça donne envie. Voilà. Et donc, sur l'adhésion de l'équipe, je pense qu'ils ont... Après la phase des questionnaires, où j'ai dû un petit peu leur rappeler, leur dire que c'était important, qu'on avait besoin, en fait, de cette phase-là, en fait, d'audit, qu'on a eu la phase de retour, où on a déjà vu des premiers éléments, en fait, qui se sont dessinés. Après, sur la phase du CRM, ça a été très facile de les embarquer, en fait. Ça n'a pas été... ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ça a eu un petit peu l'effet de surprise, pour nous aussi, enfin pour moi aussi en tout cas. Et voilà, après, j'ai pas eu cette impression, sauf, et on le ressent après, il y a une catégorie professionnelle qui s'est en fait retirée des CRM. Sinon, sur le reste, je pense qu'on était à plus de 80% des professionnels de jour et de nuit présents, en fait. Et sur les professionnels qui émettaient un peu plus de résistance, est-ce que vous avez mis en place des stratégies? Alors, est-ce que vous ne perdez pas espoir? Alors, je ne perds pas espoir, même si ça reste très complexe. Les professionnels, donc je peux l'expliquer, c'est en fait, on a une catégorie, les soignants, infirmiers et aides-soignants sont dans le service. Et on a des professionnels qui sont transverses. Et entre autres, les ASH sont mutualisés sur tous les tâches avec un autre service. Et en fait, elles ne se sentent pas appartenir à un service. Et donc, elles étaient inscrites aux formations comme tous les autres. J'avais géré les plannings de façon un peu complexe, mais c'était géré. Et donc, elles avaient chacune, en fait, c'était inscrit sur leur temps de travail. Merci de venir de telle heure à telle heure. Et elles ne sont pas venues. Donc, ça a fait l'objet, après, de discussions entre nous. Mais ça m'a montré bien à quel point, en fait, elles se sentaient... Et certaines des actions, justement, ont été identifiées aussi entre autres pour elles, mais ça on en parlera peut-être après sur les actions, mais voilà, au niveau des leviers, voilà, et des difficultés qu'on a eues. Non, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans les actions. Quelles sont-elles? Du coup, sur nos... en fait, ce qui a été assez surprenant, j'ai trouvé, grâce au CRM, c'est que 2 temps différents, les équipes ont globalement souhaité mettre en place, en fait, 3 actions quasiment identiques, en fait. Donc, elles s'étaient rendues compte qu'on manquait, pour tous les professionnels, parce que ceux du matin, les infirmiers et les aides-soignants qui arrivent au temps des transmissions du matin ont des transmissions. Mais en fait, on a quelques horaires qui arrivent après et qui n'ont pas de transmission. Et en fait, on s'était rendu compte qu'eux, ils manquaient. Et donc, ces 2 temps-là, en fait, ont permis aux équipes de se rendre compte qu'il n'y avait pas que. Il y a les ASH aussi, qui n'avaient pas ce temps de transmission, les kinés aussi qui arrivaient, qui sont dans l'équipe, pas dans l'équipe, voilà, et qui n'avaient pas d'informations. Et donc, elles ont décidé de mettre un temps qu'on a appelé après le briefing. Donc, on a un temps de 5 minutes le matin de briefing pour, après les transmissions infirmières-médecins, à 9h15, tout le monde se détache de ses soins. Qui sont débutés à ce moment-là, pour avoir 5 minutes de transmission d'informations, encadrement, médecin, ASH, kiné, aide-soignant, sur chacun, parce qu'il y avait 2 unités aussi sur chacun des secteurs, quoi. Voilà. Pour que l'information circule. Un temps de briefing, des temps d'échange, parce qu'elle s'était rendue compte qu'on avait beau travailler sur les événements désirables, et bien en fait, mettre en place des temps réguliers d'échange, de concertation, où on peut décider d'un point. Lorsque c'est un retour de formation, parce que les soignants vont en formation, vont à des forums, mais il n'y a pas de retour derrière sur l'ensemble de l'équipe. Donc en fait, c'était un peu l'idée de structurer ça. Donc ces 2 actions-là ont été mises en place. Et la dernière chose, c'était sur les interruptions de tâches infirmières et la gestion du téléphone. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Et assez rapidement, donc, les infirmiers et les soignants, les aides-soignants, en fait, se sont mis autour d'une table.
ont identifié plein de choses qui pourraient être mises en place, mais en fait, il y a plein de choses qui nous dépassent, nous, service de court séjour gériatrique. Et on s'est dit, bah oui, mais là, si on dit de telle heure à telle heure, on ne veut plus être dérangé par le téléphone. OK, qui le prend ? Le secrétariat ? Ils ne seront pas trop d'accord. Le standard, comment faire en sorte qu'ils arrivent à transmettre, que l'information arrive au bon endroit, que quand un patient appelle, c'est pas forcément l'infirmière qui veut avoir, mais peut-être directement le patient. Enfin, en fait, toutes ces choses-là, en fait, on s'est dit, si le laboratoire appelle pour donner un bilan sanguin, enfin, comment on gère ? Et donc, c'est là où cette action-là, on est en attente, en fait. De l'arbitrage institutionnel, donc on retrouve bien même sur la mise en œuvre et la décision d'action à l'échelle de l'équipe, un soutien institutionnel aussi sur cette étape. Alors Robert, sur l'équipe, c'était particulier parce qu'en fait c'était une équipe de parcours. Est-ce que vous avez rencontré les mêmes difficultés de sentiment d'appartenance à cette démarche d'équipe ? Alors nous, l'adhésion, elle a été progressive au niveau de l'équipe. Comme le projet, il a été amené au niveau de l'institution, de la hiérarchie, ça a été progressif. Donc au départ, quand bien même j'avais une volonté de près de 110% des professionnels de participer à la démarche, parce que la démarche, elle est volontaire, beaucoup se questionnaient sur le format. Donc, parce qu'on a expliqué un peu le format, les différentes étapes. C'est vrai que c'est assez cadré, avec des temps, des mesures. Donc, ils se questionnaient sur le format. Et puis, on insistait beaucoup sur le fait que c'était une démarche où on allait travailler la cohésion en équipe, les facteurs humains, des compétences non techniques. Et ils ne comprenaient pas comment est-ce que travailler sur la communication, comprendre le fonctionnement d'une équipe, les contraintes de l'autre, pouvait améliorer en fait la prise en charge du patient. Ils ne comprenaient pas, et surtout le postulat de départ, donc qui était l'attente, et le nombre que ça représentait, qui était, j'avoue, insignifiant par rapport au nombre de séjours en endoscopie. Ils ne voyaient pas comment est-ce qu'on pourrait travailler juste sur de l'attente pour améliorer tout un parcours et l'expérience du patient. Alors que ce n'était que l'iceberg, parce qu'au final, on s'est rendu compte que quand on a fait les CRM, et pour nous, c'est vraiment à ce moment-là que la démarche, elle a démarré, parce que c'est vrai qu'il se posait beaucoup de questions sur le CRM, et ça a été très bien, parce que se retrouver 4 heures dans la salle et de ne pas avoir l'habitude de parler, parce que c'est des équipes qui se côtoient, qui travaillent étroitement ensemble. Quand bien même on fait des RMM, des CREX, on n'a jamais eu l'occasion de réunir en fait autant de professionnels. Donc il y avait des anesthésistes, des infirmiers, des aides-soignants, des brancardiers, tous autour d'une table et échanger sur le travail. Alors donc le travail, oui, ça peut améliorer la sécurité des soins. Donc voilà comment je me sens dans mon travail, parce que ça a été varié. Hein. On a découvert aussi c'est quoi la responsabilité, c'est quoi l'appartenance à l'équipe, qu'est-ce qui arrive comme événement indésirable. Et puis, au cours de cette réunion, sur ce secteur où on n'avait finalement pas beaucoup d'événements indésirables, parce que vraiment, ils déclarent très peu, et il a émergé plein de dysfonctionnements, vraiment à toutes les étapes. Donc, je pense que c'est là que ça les a convaincus, qu'effectivement, ce projet-là, et puis rentrer dans la démarche en insistant sur les facteurs non techniques, en fait, c'était vraiment juste un prétexte pour aborder un peu plus de la gestion des risques, en fait. Donc, pour nous, ça a été plus progressif. Après, des freins, bien sûr, on en a eu. C'est pas tout rose. On en a eu au niveau d'une partie de l'équipe médicale, voilà, qu'on a en tout cas essayé de convaincre, notamment c'est les anesthésistes. Voilà, ça a été plus difficile, mais on a quand même eu une participation des anesthésistes et une équipe aussi un petit peu qui s'est détachée sur le projet, parce qu'il y a eu des propositions d'action qui correspondaient pas forcément à ce qu'ils attendaient. Donc ça a été difficile aussi au niveau de l'encadrement, d'amener notamment un encadrement des soins. Et ça s'est vu d'ailleurs dans la suite de la démarche, parce qu'en fait, autant on a été très mobilisés au départ sur la démarche, et petit à petit, tout au long du projet, les professionnels de cette équipe se sont petit à petit un peu plus démobilisés. Et sur les secteurs d'ambulatoire où il y avait vraiment une très forte participation, on a vu que le projet il a pris, et aujourd'hui il continue. Donc voilà.
Alors qu'à Laval, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'au départ, c'était un peu plus dubitatif et petit à petit, il y a une forte adhésion des professionnels, je crois. Oui, exactement. Au départ, déjà, l'équipe n'était pas trop habituée à la culture qualité. Ils avaient ce problème qui était quand même assez ancien et là, on leur présente le projet pour essayer d'apporter des solutions. Mais finalement, quand on l'a présenté, le projet n'était pas encore concret et ils ont validé, ils étaient favorables, mais sans expression, ils sont restés un peu dubitatifs. Et finalement, on a pu organiser les CRM sur du temps de formation. Donc là, ça a validé le fait qu'on n'allait pas leur rajouter de temps supplémentaire. Et puis, vraiment, la présence au CRM, ce qui a pu se dire, ça a vraiment créé une émulation et une motivation. Ça a vraiment été le point de départ du projet. C'est vrai que les professionnels ne sont pas habitués à se retrouver tous dans une même pièce pendant 4 heures où on parle de beaucoup de choses. Ouais, du travail, mais finalement, la vie d'équipe, il se passe tellement de choses dans le travail que ça a soulevé quand même... Et puis, en fait, il y avait un effet surprise. On ne savait pas exactement... ce qui allait se passer pendant ces 4 heures. Donc, et là, ils se sont sentis vraiment entendus, reconnus. C'est vraiment partie d'eux. Et à l'issue des CRM, on est sortis, ils ont dû prendre des engagements qui sont venus d'eux, et ce qui nous a permis de mettre un plan d'action en place. Et c'est vraiment un plan d'action qui part vraiment de leurs problématiques. Et ça, c'est le point de départ qui nous a permis ensuite de démarrer les groupes de travail avec leur participation. Alors, à chaque groupe de travail, on n'a pas l'ensemble de l'équipe. On part sur le volontariat et sur des assez petits groupes pour pouvoir aussi contrôler le temps des réunions. Et notamment, une des appréhensions des professionnels, c'était le temps que ça allait leur prendre, en fait. Puisqu'en fait, ils font beaucoup d'heures supplémentaires, on part de ce constat-là. Et ils savent que vraiment, sur l'organisation de la journée, on a peu de marge. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de faire des réunions où on définit le temps. 1 heure de début, 1 heure de fin. Et on a réussi à être efficace. Et du coup, dès les réunions faites, on peut commencer à passer à la pratique dans le service. Et on a eu des résultats quand même assez rapides. Maintenant, les professionnels, dans une vue d'ensemble par rapport à leurs objectifs de départ, le premier objectif, c'est quand même de réduire le temps supplémentaire. Parfois, les professionnels ont le sentiment que sur ça, on n'a finalement pas encore assez avancé. Pour autant, il en est ressorti, on avait à travailler sur les interruptions de tâches qui nuisent à la qualité du travail, à la disponibilité auprès du patient, autant sur les transmissions. Et ça, on a vraiment réussi à agir quand même sur le respect des interruptions de tâches. Et là-dessus, ils l'ont vu dans leur qualité de vie au travail, quoi. Donc ça, c'est positif. Mais c'est encore en cours, donc c'est pas fini. Et voilà, je pense que... Je sais pas si... Alors c'est vrai que vous êtes 3 équipes et 3 entrées dans la démarche de façon différente, 3 états d'avancement différents, et on voit bien que l'état d'avancement des actions, même le retour sur investissement des actions n'est pas toujours si facile que ça à avoir, ou en tout cas ça nécessite du temps. La dimension d'équipe, vous avez tous abordé la question du pluripro. D'embarquer, c'est pas un projet des infirmières, c'est pas un projet des paramédicaux, c'est vraiment un projet transversal qui associe praticiens, paramédicaux, professionnels administratifs, avec un levier majeur qui est la facilitation des équipes qualité, et je crois que ça c'est à souligner. Nous, quand on accompagne ces équipes-là, en fait, on s'assure aussi que les équipes qualité, elles aient aussi la possibilité d'accompagner, parce que c'est de l'énergie, c'est beaucoup d'investissement. Ces programmes-là, ils ont pour objectif d'améliorer la qualité de soins et la sécurité des patients. Et on dit souvent, en tout cas l'OMS, la Haute Autorité de Santé, nous disent que dans l'équipe, ce n'est pas une équipe composée que de professionnels, mais le patient est membre à part entière de l'équipe. Quel est votre regard sur vos programmes, vos projets, sur la façon dont vous avez pu
associer les patients? À quel niveau? Ou comment vous verriez, à quelle étape verriez-vous les associer? Alors je vous vois sourire, donc je vais vous laisser... Parce qu'on y a réfléchi. Finalement, on s'est dit dans un premier temps, c'est vrai que le patient, il n'était pas vraiment intégré dans notre projet. Pour autant, notre problématique de départ, elle est partie du fait, certes, il y avait des transmissions, des heures supplémentaires, des transmissions longues, mais ce qu'on y voyait surtout, c'est que pendant ces transmissions longues, les professionnels ne sont pas auprès du patient. Les interruptions de tâches enlèvent de la disponibilité auprès du patient, et ça, on l'a rappelé au début du projet, vraiment, c'était dans l'objectif d'augmenter la qualité et la sécurité des soins pour le patient qui soit destinataire. Maintenant, je crois qu'on avait vraiment besoin de passer par ce projet vraiment où on devait travailler sur la qualité de vie au travail de l'équipe, bien comprendre l'équipe, ce qu'on a pu faire. Et je pense que du coup, ça va peut-être nous permettre d'ouvrir d'autres projets par la suite pour vraiment être plus auprès du patient et comment on communique aussi avec le patient, la famille. Ça va nous ouvrir des portes, je pense. Donc c'est pas vraiment un projet, en fait, vous allez réussir à n'y voir jamais de fin et de continuer dans ces démarches-là. Alors Robert, au niveau de la polyclinique, vous avez été jusqu'au bout de vos objectifs avec des résultats, je crois, assez intéressants, même si tu précisais que les délais d'attente, c'était pas non plus ce qui faisait l'objet de plus de plaintes et réclamations, et pour autant, vos résultats sont quand même assez stupéfiant par rapport au projet. C'est vrai qu'on a mis en place beaucoup d'actions, beaucoup, donc, qui ont porté sur l'uniformisation de l'information qui était donnée aux patients, depuis la consultation, via la remise de livrets d'accueil, de passeports ambulatoires, l'information qui était donnée aussi sur la durée, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une hétérogénéité dans l'information donnée par les médecins, par l'équipe, par l'accueil, et du coup, ça a permis en fait d'uniformiser le discours. Pour que le patient ait la même information. Donc vraiment, la démarche était déjà centrée sur le patient. Il y a eu tout un travail aussi au sein des unités en fait, pour améliorer la coordination interprofessionnelle. Déjà au niveau de l'échange donc de l'ambulatoire vers la salle d'endoscopie, où ils n'avaient pas accès au numéro de téléphone de la salle d'endoscopie. Donc en fait, ce projet, il a permis donc de donner accès à cette équipe au numéro pour alerter en fait la salle d'endoscopie quand il y avait une information importante à passer, par exemple un patient pas prêt, ou une préparation colique qui a pas marché, des choses comme ça. Il y a eu aussi tout un travail qui a été fait sur l'orientation du patient, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la traçabilité des particularités du patient, dès la consultation, avec une mise en place d'outils via le DPI pour déjà, au niveau des consultations, identifier l'handicap ou un patient isolé. Et en fait, cette action-là, ça a été après repris par d'autres secteurs de l'établissement. Donc ça fait écho au sein d'autres secteurs qui ont repris aussi du coup cette démarche-là. On a beaucoup travaillé sur la traçabilité aussi de l'information tout au long de la prise en charge, notamment les transmissions ciblées. On avait un outil qui était très peu connu de deux secteurs, donc la SSPI et le Bloc, qui ont découvert en fait qu'ils avaient des habilitations et qui pouvaient aussi utiliser les transmissions ciblées pour alerter les collègues de l'ambulatoire et les brancardiers. Donc un projet qui vraiment a permis d'améliorer la cohésion d'équipe. Certes, ils ne s'en rendaient pas compte au début, mais ça s'est bien retraduit dans les actions, dans les indicateurs, parce qu'on a beaucoup mesuré d'indicateurs aussi sur cette démarche, des indicateurs liés à l'expérience du patient, tels que leur satisfaction. On a impliqué les patients sur l'appel du lendemain, et via l'appel du lendemain, on a intégré en fait des critères qui ont découlé en fait du CRM, des problématiques qui ont été identifiées par les équipes, et en fait on les a mesurées comme ça sur une centaine de patients, sur le T1, le T2, donc ça s'est fait sur 200 patients. Les patients aussi ont pu aussi participer à des patients tracés. On va peut-être en parler un peu plus parce que je vais un peu plus loin. Non, tu peux en parler. On arrive au bout de la table ronde, mais peut-être pour faire le lien, c'est qu'il y a des vrais projets. Ce projet-là d'équipe entraîne des projets à la fois à l'échelle de l'équipe pour l'expérimentation de l'expérience patient,
structure, mais aussi de façon institutionnelle. Donc, c'est un projet qui a fait des petits et qui inonde largement la dynamique de l'établissement. Voilà. Donc, effectivement, on a associé, donc, comme je disais, les patients à cette équipe et les représentants des usagers sur des étapes d'évaluation de pratiques professionnelles, donc qui sont un peu spécifiques en fait à PACT, qu'on appelle l'évaluation des pratiques collaboratives, où les représentants des usagers ont joué le jeu et ont participé à des entretiens qui ont été menés auprès de 2 patients sur le parcours. Et ça nous a permis d'enrichir en fait l'échange qu'on a eu avec les équipes. Et c'est vraiment axé sur les processus collaboratifs, mais ça prend en compte vraiment la prise en charge dès l'entrée jusqu'à la sortie. Voilà, c'est vrai, on a énormément de projets. On a également mis en place au sein de l'établissement un référentiel Expérience Patient. C'est un projet qui a été initié par le groupe. Au niveau de 7 établissements pilotes dont on faisait partie, qui a été animé par ma collègue Aurélie Gauthier, qui est assistante qualité, et qui a permis aussi, en fait, autour d'une table où on avait des patients, des représentants des usagers, des professionnels de diverses équipes, d'échanger sur le parcours ambulatoire. Donc forcément, le parcours d'endoscopie en fait partie. Et ça nous a permis d'identifier les leviers et les points d'amélioration. Et à partir de là, on a fait un référentiel. Il y a eu un entretien qui a été mené par des patients partenaires. Donc ils ont interrogé des patients, donc 2 en endoscopie. Et ensuite, donc un questionnaire qu'on a créé à partir de ces critères qu'on a identifiés prioritaires pour nous. Et on a interrogé aussi les patients pour qu'ils répondent à ce questionnaire. Et ça a permis aussi d'alimenter en fait le projet qu'on a fait en parallèle, voilà, avec PACT. Donc voilà. Donc on voit bien que l'intégration dans un programme complet PACT permet quelque part d'aller plus loin. Avant d'aller dans ce programme complet, on peut passer par d'autres approches. Alors l'équipe de Fontenay-le-Comte, vous êtes intégré dans le programme plutôt dans une dimension d'équipe, en fait, de qualité du travail pour l'équipe. Comment vous percevez la suite, en fait? Est-ce que dans les futurs projets de cette équipe, l'implication du patient pourrait être une piste? Alors, sur l'implication du patient, je pense que c'était surtout à travers le temps de... Là où il y a eu un réel impact, c'est le temps de briefing. Le temps de briefing du matin, en fait, c'est impressionnant parce que ça aide quand même l'ensemble des équipes à être beaucoup plus efficaces et avoir plus de temps et à coordonner les soins autour du patient, en fait, que le kiné passe au bon moment. Et donc ça a eu un impact direct. Après, est-ce qu'on a impliqué directement le patient? Non. On n'en est pas encore à cette étape-là, en fait. Après, c'est vrai que sur les interruptions de tâches, bien sûr que c'est de libérer du temps et éviter de l'agacement des soignants. Voilà où on en est, et puis là-dessus. Sur le reste, je te laisse. Sur le déploiement de la démarche, nous sommes en réflexion justement de la manière dont on peut continuer à déployer sur d'autres services. Donc trouver un autre binôme leader, cadre médecin. Voilà, donc oui, je pense qu'à partir de la fin de l'année, on va pouvoir poursuivre en tout cas cette démarche. On a aussi commencé à déployer d'autres démarches dans lesquelles ça pourrait être une méthode aussi intégrative de la démarche sur, par exemple, la méthode empathie. Voilà, il y a déjà des services qui ont pu, en tout cas, la mettre en œuvre. Donc, ça peut être aussi déjà une entrée en matière pour développer la culture de sécurité et intégrer le patient. Voilà, ils ont déjà mis en place ce type de méthodologie. Donc, voilà, on est plutôt en réflexion. Mais oui, on va poursuivre un déploiement sur l'établissement, mais petit pas par petit pas. Voilà. Parce que voilà, avec l'assistant de qualité, on a quand même aussi un temps contraint et on veut vraiment, en tant que facilitateur, poursuivre cet accompagnement au fil de l'eau et de le faire de façon qualitative. Donc effectivement, on prend notre temps, mais le but effectivement, c'est de déployer. Puis je pense que voilà, les collègues ont quand même vu l'impact très très positif que ça avait sur leurs organisations, sur les relations interprofessionnelles. Et je pense que oui, ça leur a donné envie, en tout cas.
Eh bien, merci infiniment pour vos témoignages et vos retours d'expérience particulièrement inspirants. Alors, inspirants à plusieurs titres, hein, parce que vous êtes tous sur des contextes de structure, des contextes d'équipes différents. Vous êtes rentrés dans la démarche de façon différente et pour autant, on perçoit à moyen, enfin court terme, moyen ou long terme, des impacts positifs, que ce soit en matière de qualité de vie au travail ou de qualité des soins et de sécurité des patients. Alors, je pense qu'on va avoir le temps de 2 petites minutes de questions dans la salle ou de témoignages. Je te donne mon micro. Non, petite question à l'équipe de Laval. Comment vous avez valorisé ça auprès justement des autres services? Une question en fait pour tout le monde, parce qu'on s'aperçoit parfois que des choses que vous faites là, qui sont vraiment très bien, très efficaces, très inspirants, comme dit Noémie. Est-ce que les autres sont au courant? Alors, il y a eu plusieurs présentations qui ont été faites, effectivement, du projet, que ce soit en commission de soins, en COSAX, qui est notre comité de pilotage qualité. Voilà. Et puis, je pense que Christelle échange beaucoup aussi avec ses collègues. Au niveau de la direction des soins, ça passe aussi. Donc, il y a plusieurs collègues qui sont venus te voir suite à ça. Pardon, allez-y. Oui, non, j'allais dire qu'il y a des échanges formels ou informels qui font que finalement, on en entend parler des fois. Notamment, je pense à un service, a priori, ils voulaient travailler sur la gestion du téléphone. Je ne sais pas comment ils ont eu l'info du bénéfice dans notre service. Mais finalement, c'est peut-être des professionnels aussi qui en parlent entre eux. Parce que là, on a fait un très beau débriefing, là, tout de suite. Là, c'est super intéressant. Juste une petite remarque à Madame Robert, je crois. Vous avez parlé de la CME tout à l'heure. Ça, c'est un sujet que moi, je tiens à cœur, parce que j'étais président de CME d'un établissement. Mais souvent, on parle de la direction, mais on ne pense pas à la commission médicale d'établissement. Vous savez que les médecins ont souvent un ego un peu important, et que, ça arrive, hein, et en particulier les chefs de service. Donc, s'ils ne sont pas au courant, ça ne va pas, quoi. Et si vous passez par la CME, mais vous l'avez très bien dit, ça peut vraiment faciliter les choses. Ça, c'est quelque chose dont je me suis souvent aperçu. Je me permets juste de rajouter, en fait, le docteur Gauthier, qui est le chef de service, binôme leader, participe à la CME et en a parlé également. Très bien. Et puis, peut-être, je ne veux pas monopoliser encore, mais les nouveaux arrivants qui arrivent, comment vous les formez, comment vous leur expliquez, comment ça se passe? Parce que si vous avez un turnover faible, ça va, mais si c'est un turnover important, ça pose problème. En fait, effectivement, nous, pour répondre à votre question, on a eu un turnover assez important au bloc opératoire. Vraiment, la chef de bloc, elle a joué le jeu parce qu'en fait, on avait organisé des causeries. C'était des temps d'échange en fait qu'on avait initiés pour faire vivre le projet. Donc ça durait à peu près 30-35 minutes où on regroupait en fait plusieurs catégories professionnelles mais qui étaient impliquées dans le projet. Et c'est par ce biais en fait qu'on a pu continuer à faire vivre le projet auprès des nouveaux arrivants. Parce qu'elle intégrait les nouveaux arrivants à ces temps d'échange qui du coup découvraient le projet. Voilà. Merci. Les échanges peuvent se poursuivre pour ceux qui suivent la journée lors du temps de déjeuner. Excusez-moi, allez-y. Bonjour, Marie-Laure Palais, je suis responsable qualité. J'aurais aimé savoir, pour les établissements qui ont fait des CRM, quels avaient été les sujets, la matière sur laquelle vous aviez travaillé pendant ces séances, s'il vous plaît, en fonction de vos spécialités, gériatrie, etc. Alors, au tout début, on nous a bien expliqué que déjà, entre chaque équipe, il ne fallait pas qu'on en parle de trop. Et en fait, on n'a pas le droit de... Il faut que ça reste une surprise. Après, ce qui est en termes de thématique, quand même, ça revient très souvent quand même aux interactions entre les différentes professionnels. Et voilà, on travaille sur les interactions. Enfin, en tout cas, nous, sur les 2 séances, ça a été vraiment beaucoup sur ça. Après, sur le déroulé...
C'est extrêmement interactif et ça explore toutes les dimensions du travail en équipe dans un objectif de qualité des soins et de sécurité des patients. Mais peut-être que derrière votre question, il y a de savoir si ça parle vraiment aux professionnels dans leur exercice. Il faut savoir que chaque CRM est personnalisé en fonction du type de prise en charge et de la population accueillie. Bien évidemment que lorsqu'on a animé le CRM pour l'équipe d'endoscopie, on n'a pas parlé d'une prise en charge en soins de suite et réadaptation ou en gériatrie. On illustre au travers de cas cliniques, en fait. De cas cliniques qui, généralement, on les choisit de sorte à ce que ça rappelle des situations au niveau des équipes. Donc il y a à la fois un format qui est standardisé, c'est le format qui est proposé par la Haute Autorité de Santé, pour lequel les animateurs de CRM sont eux-mêmes formés par la Haute Autorité de Santé. Et ensuite, il y a une personnalisation en fonction des équipes qui s'engagent dans la démarche. C'est 4 heures, sans téléphone, on ne sort pas. Et on sort que s'il y a des engagements de prix. Après, franchement, moi, ce que j'ai trouvé super impressionnant, c'est qu'on n'a jamais 4 heures, en fait, avec les équipes. On n'a jamais ce temps-là, en fait. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est absolument impressionnant d'avoir 4 heures. On n'a jamais ce temps-là, en fait. Sans téléphone, sans interruption. Et 4 heures, c'est court. Oui, c'est court. Il faut savoir que 4 heures, c'est vraiment l'adaptation française, l'acceptabilité française, mais le format original est beaucoup plus long que ça. C'est carrément la fermeture d'unité pendant une journée complète, voire 2 jours. C'est inimaginable. Ou pas, avec les fermetures de services. Oui, mais... C'est une opportunité. Merci infiniment, bravo. Un grand bravo à vous et aux équipes. J'avais juste quelque chose à rajouter, c'est que cette démarche, c'est vrai qu'elle est très structurée, mais je voulais souligner que ça pourrait vraiment être valorisé aussi auprès des équipes. On parlait de valorisation tout à l'heure, nous on l'a vraiment valorisé. Parce qu'on voit en fait que dans la démarche, les équipes, quand on a répondu à l'enquête de satisfaction sur la démarche, ils ont trouvé que ça a été facilitant pour eux d'avoir mis en place cette démarche et que ça a sécurisé les prises en charge. Mais on n'a pas beaucoup évolué sur leur perception de la valorisation de leur travail et la reconnaissance de leur travail. Et pourtant, sans eux, on n'aurait pas pu en arriver là. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on a intégré et par la suite, peut-être mettre en place en fait, des démarches où on valorise un peu plus le travail. Et pour terminer, c'est quelque chose qu'on peut aussi valoriser dans le cadre de la certification de la HAS, qui n'est pas négligeable. C'est une démarche qui est porteur. Et pour ceux qui ont envie de s'engager, il faut tenir compte qu'il y a vraiment un temps conséquent à le formaliser, parce qu'il y a une plateforme où on peut s'engager, mais il faut tout saisir en fait. Il faut vraiment tout saisir du début à la fin, donc il faut vraiment se dire qu'on a un temps conséquent à mettre, mais ça en vaut le coup, ça vaut le coup, voilà. Engagez-vous. Et, voilà. Et merci au Calurel, à Hélène, Noémie, Solène aussi qui est passée, parce que sans eux, j'avoue qu'on n'aurait pas pu le mettre en place, aller au bout avec ces résultats qui sont magnifiques pour l'équipe. Donc voilà. Merci. Merci infiniment.